Bonjour, tout d'abord je me présente, je suis Jocelyne. Avec l'atelier vidéo de Microtel 91, nous souhaitons vous faire découvrir notre ville Vigneux-sur-Seine, son histoire et les divers faits historiques qui s'y sont déroulés. Aujourd'hui, nous sommes sur un lieu particulier qui a une histoire et c'est cette histoire que nous vous proposons de découvrir, le lien entre le canal de Suez et notre ville. Pour cela, nous recevons notre ami Christian, président de la Société d'Histoire Draveil-Vigneux, un éminent spécialiste de l'histoire de notre ville. Bonjour Christian, avant de débuter, peux-tu te présenter ? Oui, bonjour Jocelyne, merci de cette présentation qui est déjà faite, mais je voudrais simplement rappeler en matière de présentation que je suis président depuis 2012 à la Société d'Histoire Draveil-Vigneux, lorsque j'ai succédé à l'ancien président Robert Le Texier, président fondateur de la Société d'Histoire auquel nous devons beaucoup de respect. Je suis beaucoup intégré, implanté, investi dans cette société d'histoire avec une organisation que j'ai créée pour développer des conférences, des expositions, des visites guidées, sorties culturelles et aussi, surtout, des ouvrages pour faire en sorte que l'histoire de notre ville soit écrite. Christian, il existait déjà des sources d'informations sur ce thème. Pourquoi avoir repris ce sujet ? Alors c'est exact, des sources d'informations existaient déjà lorsque je suis arrivé à la présidence. Et donc ces sources d'informations étaient constituées de deux sources, principalement, de celle de Jacques Basset, qui était historien de Draveil, qui était allé faire une étude dans les bureaux anciens de la Compagnie sablière de la Seine. Et puis une deuxième information qui était constituée par la monographie de la ville, lorsque en 1899, les instituteurs de France, d'une manière générale, avaient pour mission de faire la monographie de leur ville. Et donc, à Vigneux-sur-Seine, l'instituteur Anatole Roy avait pour mission de faire cette monographie, et en particulier, il s'est intéressé en particulier à cette activité d'extraction du sable, qui à l'époque était très importante. Et donc, il a fait un témoignage visuel sur le terrain, avec des renseignements également faits auprès des responsables. Donc, c'était vraiment une information importante. Mais par contre, cette information importante, cette source d'information, elle était à Chamarande, parce que la monographie de l'original se trouvait à Chamarande et elle n'était pas du tout diffusée. Donc c'était des sources d'information qui n'étaient pas très accessibles au public. Et puis un jour, troisième source d'information est arrivée, lorsque un monsieur assez âgé vient me voir un jour du forum des associations, il vient sur mon stand, il regarde toute ma documentation et me dit « Mais monsieur, tout ce que vous dites, c'est faux ». Alors, bien entendu, comme je savais que c'était pas faux, ce que j'avais fait, je lui ai demandé de démontrer que c'était faux. Et il m'a dit, oui, effectivement, ça va être très difficile de le démontrer. Et c'est là que j'ai compris que c'était une plaisanterie, c'était un pas sans rire, voilà. Et dans la foulée, il m'a raconter toute son expérience professionnelle aux Sablières de la Seine, comme responsable d'un télémoteur. Donc, dans son récit, j'ai compris que c'était très important. Et surtout, ce qui était important, c'est que c'était très complémentaire des deux premières sources que j'avais découvertes. Et donc, il était important, c'est là que l'idée de faire un ouvrage pour resynthétiser un peu toutes ces informations était importante, et qu'elle soit connue, parce que là c'est pareil, j'avais dit à M. Pierre Lagneau, donc c'est M. Pierre Lagneau qui était venu sur mon stand, donc ancien responsable de la télémoteur, et donc il m'a dit, quand je lui ai demandé d'écrire son histoire, il m'a dit je ne peux pas écrire. Et j'ai dit on va se rencontrer, et c'est là que j'ai tout récupéré, toute son information. Et à partir de là est profilée l'idée effectivement de faire un ouvrage très important sur les sablières de la Seine. Voilà. Très bien. Christian, explique-moi d'où vient le lien entre le canal de Suez et les sablières de la Seine. Les sablières de la Seine à Vigneux. Oui, alors on peut s'en étonner, effectivement. Alors ce lien, il est fait par une personne qui est peu connue, mais importante. C'est pas parce qu'elle n'est pas connue qu'elle est importante, cette personne. C'est M. Alphonse Couvreux, donc entrepreneur des travaux publics, qui travaillait sur les chantiers des chemins de fer à partir de 1859 jusqu'en 1863, qui nous intéresse, la date qui nous intéresse. Donc,
il travaillait pour les chemins de fer. Et donc, pour cela, il avait mis au point une machine pour faire ses travaux de terrassement. Et donc, les travaux de terrassement étaient faits avec un excavateur qu'il a mis au point en 1859, qu'il a fait breveter. Et cet appareil a été un succès tel qu'il a été utilisé sur tous les chantiers de chemin de fer du PLM, c'est-à-dire le Paris-Lyon, la Méditerranée, et les chantiers des Ardennes aussi, les chantiers du chemin de fer des Ardennes. Et donc, pendant 3 ans, il est intervenu sur le chemin de fer, notamment sur le chemin de fer qui se trouvait ici, la tronçon du PLM, donc de Villeneuve-Saint-Georges à la Seine, sur le territoire de Vigneux, passait ici, le long de cette sablière. Et donc le but, c'était de rehausser le niveau du terrain pour permettre au chemin de fer d'atteindre le pont qui était en construction. Voilà. Donc ce succès a été tel qu'il est venu aux oreilles de Ferdinand de Lesseps pour qu'il y avait un problème. Il y avait un gros obstacle, c'était une grosse colline qu'il fallait trancher. Et trancher ça avec des pelles et des pioches, ça demandait trop de temps. Et donc, c'était une opportunité pour Ferdinand de Lesseps de tomber avec ce monsieur qui possédait une machine qui pouvait faire ce travail. Donc, c'est ce qui s'est passé en 1863, alors que le chemin de fer se terminait et que la gare de Vigneux s'ouvrait au mois de mai 1863. Eh bien, Ferdinand de Lesseps appelle Couvreux avec son matériel pour creuser, trancher la colline qui faisait obstacle au creusement du canal de Suez. Voilà le rapport, le premier rapport. Donc, et à la fin du creusement, en 1866, lorsque Alphonse Couvreux a terminé son travail de trancher cette colline, dont on voit les photos dans mon ouvrage, eh bien, Alphonse Couvreux, qui venait de travailler ici, juste à côté, donc 3 ans auparavant, connaissait bien Vigneux, et il apprend que le maire de Vigneux, donc, décède fin 1866. Et dans la foulée, le château de Vigneux, qui était la propriété du maire de Vigneux, est mis en vente aux enchères, sur adjudication. Eh bien, M. Couvreux, qui avait fait fortune avec le canal de Suez, bien entendu, se précipite sur les enchères du château de Vigneux et achète le château. Et en 1867, deuxième semestre 1867, donc Alphonse Couvreux s'installe à Vigneux, au château. Et du même coup, il va voir ses frères de profession qui travaillent sur la Seine, qui sont en train de draguer le sable sur la Seine. Depuis 1863, il connaissait déjà. Et donc, il va les voir, il leur dit, vous savez, vous continuez de travailler, d'extraire le sable sur la Seine avec un matériel vraiment rudimentaire qui tourne à la main. Et moi, je peux vous proposer d'extraire le sable ici. Je sais qu'il y a du sable, j'ai découvert la nature du sol de Vigneux, donc en 1863, de 1860 à 1863, et donc je sais qu'il y a 5 mètres de sable à récupérer sur tout le territoire de Vigneux pratiquement, donc vous pouvez plus utilement, plus efficacement et de récupérer ce terrain, ce sable, avec mon matériel. Voilà. Et donc, 1er janvier 1870, eh bien, les frères Piketty, qui donc, c'était des frères Piketty, Jean-Baptiste et Ernest, eh bien, qui travaillaient sur la Seine, attaquent le sol de Vigneux avec le matériel d'Alphonse Couvreux. Voilà, 1870. Voilà la relation qui est faite donc avec... alors, je pourrais rajouter que aussi Alphonse Couvreux avait un voisin, le château des Mousseaux, parce que le château des Mousseaux, son terrain, allait jusqu'au chemin de fer aussi. Donc Alphonse Couvreux connaissait aussi le propriétaire du château des Mousseaux. Et donc il fallait passer sur le terrain du château des Mousseaux pour attaquer le terrain que vous voyez ici, voilà, qui sera la première sablière. Donc deux personnages importants, voilà. Donc Alphonse Couvreux, les frères Piketty, donc, qui attaquent sur les terrains du terrain. Dans un premier temps, les berges de Seine qui appartiennent à M. Désiré Trottement, propriétaire du château des Mousseaux. Et ensuite, ce terrain-là, sur 7 hectares, qui appartiennent à un notaire de Paris, M. Cousin. Comment les sablières de la Seine ont-elles poursuivi leurs activités par la suite? Oui, eh bien Jocelyne, effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, donc les sablières de la Seine, l'extraction du sable s'est faite sur ce terrain précisément derrière nous, à partir du 1er janvier 1870. Et pendant 10 ans,
donc l'extraction a eu lieu ici. Donc ça a été très long, et ce n'est que 10 ans plus tard, en 1880, que les terres vont s'éloigner de cet endroit pour atteindre les terres de Georges Chaudron de Courcelles, la fameuse famille Georges Chaudron de Courcelles de Bernadette Chirac, puisque c'est l'arrière-grand-père de Bernadette Chirac. Et donc, à partir de ce moment-là, Georges Chaudron de Courcelles, qui possède énormément de terrain à Villiers-sur-Seine, eh bien, met à disposition la compagnie sablière de la Seine, enfin, c'est pas la compagnie, c'est la société d'extraction de sable, parce qu'elle ne s'appelle pas encore la compagnie sablière de la Seine. Donc la société d'extraction du sable, dirigée par Piketty, entame les terres de Georges Chaudron de Courcelles, qui fait partie aussi des dirigeants de la société. Du coup, il s'intègre. Donc Georges Chaudron de Courcelles est intéressé des deux parties, en tant que propriétaire et en tant que dirigeant de la société d'extraction des sables. Et jusqu'en 1904, il décède en 1904, jusqu'en 1904, non seulement il a des terrains par héritage, mais en plus il achète des terrains pour les mettre à la société d'extraction du sable, pour permettre à la société d'extraction du sable de prospérer, de continuer d'exister. C'est très important. Et il y a un terrain notamment très important qui a été acheté donc, sur les terrains de Château-Frayé, à Villieux, de 9 hectares par Georges Chaudron de Courcelles. Et son fils, donc Robert Chaudron de Courcelles, donc le grand-père de Bernadette Chirac, forcément, eh bien, aussi continue, donc, si vous voulez, l'idée de son père de mettre à profit donc, les terrains de ces terrains à la compagnie sablière, et en particulier juste après-guerre, en 1944, lorsque, après l'occupation, eh bien, la compagnie un peu à décliner du de travail, eh bien, Robert Chaudron de Courcelles met à disposition le parc du château de Courcelles, du port de Courcelles, qui est important, et dont on voit l'image, la vue aérienne, avec des informations reçues que je suis allé chercher à l'IGN. Que peut-on ajouter à cette formidable histoire, Christian ? Eh bien, à cette formidable histoire, effectivement, Jocelyne, ce qu'on peut rajouter, c'est un personnage. Un personnage, après ceux que nous avons évoqués, à l'instant, eh bien, ce personnage, c'est Robert Bourgeois, qui donc a été recruté pendant l'occupation allemande. Parce que les dirigeants de la société commençaient un peu à poser problème vis-à-vis de l'occupation allemande, eh bien, pendant cette occupation allemande, Pierre Piketty avait décidé de recruter un dirigeant pour relever un peu la société. Un dirigeant, donc forcément, performant par définition. Donc il recrute un officier de marine en 1942-1943, pour le mettre un peu à l'épreuve. Et donc effectivement, il décrit donc, des objectifs très importants pour la société d'extraction du sable. Voilà. Et donc il devient très très vite président-directeur général de la société d'extraction des sables, qui s'appellera donc en 1908, donc, qui s'était appelée depuis 1908 la Compagnie sablière de la Seine. Voilà. Et donc il sera président-directeur général jusqu'en 1973. C'est pour te dire à quel point ce monsieur avait effectivement donc, réussi son contrat. Et donc, il aura métamorphosé complètement donc, la compagnie sablière de la Seine en créant une usine pour fabriquer des dragues, des grues, des pousseurs. Et après être allé aux États-Unis faire une étude donc, au Mississippi pour récupérer la technologie que les Américains avaient développée sur les lacs du Canada et des États-Unis. Voilà. Donc, en revenant des États-Unis, c'est là qu'ils développent et donc, cette évolution technologique. Et on peut voir, notamment sur les photos de l'IGN, donc les nouvelles installations avec les ateliers-usines qu'il a implantés. Donc, c'est Robert Bourgeois. Et après ça, donc, ce qu'on peut dire d'important en ce qui concerne cette exploitation, eh bien, c'est que cette exploitation d'extraction du sable a constitué une importante fouille archéologique, puisqu'au fur et à mesure sur les bords de Seine, où les hommes primitifs sont venus habiter, forcément, eh bien, on découvre, au fur et à mesure de l'extraction du sable, des objets de la préhistoire qui sont mis à jour.
Et on a de la chance parce que les dirigeants de la société d'extraction du sable sont des gens qui sont passionnés de la préhistoire. Et donc tout objet trouvé de la préhistoire donc, sont remontés au musée de Saint-Germain. Donc rien n'est perdu, tout est conservé. Et on pourra aussi conserver ce qu'on a trouvé de l'âge du bronze, c'est la préhistoire encore, l'âge du bronze, et bien une épée, l'épée de Vigneux, qui est exposée actuellement donc, au musée d'Abu Dhabi, le musée du Louvre d'Abu Dhabi, exactement. Ah oui. Alors il était, je ne sais pas s'il est encore exposé cette année, mais enfin bon, il n'y a pas encore très longtemps. Et donc c'est un prêt donc, du musée archéologique et préhistorique de Saint-Germain au musée du Louvre d'Abu Dhabi. Et donc ces fouilles sont effectivement, ces personnages étaient effectivement passionnés de préhistoire à tel point que l'un des dirigeants Piketty s'est fait enterrer au cimetière des Essarts à Meudon sous un dolmen ah oui. Rapporté du Morbihan, pour vous dire. Il voulait se faire enterrer comme les hommes de la préhistoire. Voilà, c'est pour vous dire à quel point ces gens étaient passionnés. Merci Christian pour toutes ces explications. Et je vous rappelle que vous trouverez les détails de ce sujet dans le livre de Christian que je vous présente. J'espère que cette histoire vous aura plu et éclairé sur cette période. Nous vous inviterons à découvrir un autre sujet prochainement. À bientôt!